Bonjour à tous, je suis Nicolas Collin, je suis le cofondateur avec Laetitia Vito d'un nouveau média que nous avons lancé la semaine dernière qui s'appelle Nouveau Départ et que nous avons conçu comme notre journal de la crise et de la transition. Avec Nouveau Départ, on cherche à comprendre comment la crise du coronavirus impacte notre société et notre économie en particulier et le monde dans l'entreprise plus particulièrement dans toutes ses dimensions. Et on cherche surtout à comprendre dans quelle mesure cette crise contribue à accélérer un sujet sur lequel Laetitia et moi on travaille depuis très longtemps et qu'on appelle la transition numérique, c'est-à-dire la transition de l'ensemble de notre économie, du modèle de l'économie fordiste qui a dominé le XXe siècle, vers un nouveau modèle de l'économie numérique qu'on ne comprend pas encore très bien, mais que justement cette période de crise et de transition est l'occasion de comprendre plus en détail. Alors la transition, elle se passe, comme je l'ai dit, dans toutes les dimensions de l'économie. Elle se passe en particulier, si vous prêtez attention à ça, sur les marchés boursiers. On a observé depuis quelques semaines des mouvements de très grande ampleur sur les marchés boursiers, aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans les pays émergents. En gros, il y a trois mouvements qu'on observe. Il y a un premier mouvement qui est que quand on a pris conscience de l'ampleur et de la gravité de la crise, de l'impact que la pandémie de coronavirus allait avoir sur l'économie, les marchés boursiers ont plongé de concert dans toutes les régions du monde. Ensuite, il y a eu des mouvements de yo-yo un peu au fil des jours, en fonction, influencés par diverses choses comme l'évolution des prix sur le marché de l'énergie, les mesures de politique publique annoncées par les différentes banques centrales et les différents gouvernements. En gros, quand les pouvoirs publics signifient qu'ils vont prendre les choses en main, ça rassure les marchés et le cours des actions remonte. Quand ils ont l'impression de s'essouffler, quand ils donnent un peu l'impression de s'essouffler dans leur réponse à la crise, les marchés redescendent à nouveau. Mais il y a un troisième phénomène qui me semble important à avoir en tête, et qui est le fait qu'il y a un petit groupe d'entreprises qui se portent beaucoup mieux que les autres dans cette période, et ce sont d'une manière générale les entreprises numériques. Si vous avez prêté attention à tout ça, vous avez vu que depuis quelques semaines, en dépit de la morosité ambiante, il y a des entreprises de tout premier plan comme Amazon, comme Microsoft qui se portent très bien en bourse. Il y a des entreprises qui littéralement explosent parce que l'usage de leurs produits est démultiplié par la crise. C'est le cas de Netflix, c'est le cas de Zoom. Voilà. Et donc il y a plein de choses qui se passent dans le petit monde des grandes entreprises numériques et qui expliquent que la plupart d'entre elles se portent très bien malgré le contexte de la crise. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde tout ça d'un peu plus près? Je pense qu'il se passe deux choses. Il y a deux phénomènes qui se superposent et qu'il faut bien apprendre à distinguer. Le premier phénomène, c'est que, comme je l'ai dit à l'instant, il y a certaines de ces entreprises qui ont une activité de telle nature que la crise leur profite directement. Donc encore une fois, Amazon, la crise leur profite parce que les gens sont confinés chez eux, ils ne peuvent plus aller faire leurs courses dans les commerces traditionnels et ils se tournent de plus en plus vers les services de vente en ligne et de livraison à domicile. Et évidemment, sur des marchés comme les États-Unis et l'Europe, Amazon est en première ligne sur ces marchés. Une entreprise comme Zoom, qui a été introduite en bourse l'année dernière, donc qui est encore une jeune entreprise, elle est arrivée au bon moment, c'est-à-dire au moment où tout le monde se met à vouloir communiquer à distance, travailler de chez soi, avoir des téléconférences. Et comme avant l'existence de Zoom, il n'y avait pas vraiment de produits satisfaisants sur le marché, ils profitent à plein de cette grande vague de conversion des uns et des autres, des entreprises, des individus au travail à distance. Et puis, une entreprise comme Netflix, ça c'est encore plus compréhensible, c'est-à-dire les gens, encore une fois, sont confinés chez eux, ils s'ennuient, ils passent du temps devant leur écran et ils s'intéressent de plus en plus aux offres de streaming qui permettent de regarder des séries, des films, tout en restant chez soi, puisqu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller au cinéma. Donc ça profite à Netflix. Donc ça, c'est les entreprises numériques qui bénéficient directement de la crise du fait de la nature de leur activité. Mais d'une manière plus générale, il y a un autre phénomène qui se superpose qui est l'accélération de la transition. La transition, pour faire simple, mais j'y reviendrai dans une minute, la transition, pour faire simple, c'est la substitution progressive des entreprises numériques aux entreprises traditionnelles. On a tous grandi dans un monde où tous les secteurs étaient dominés par quelques entreprises traditionnelles, qu'on appelle aujourd'hui traditionnelles. On rentre dans un monde où tous ces secteurs continueront d'exister, mais ils seront dominés par une nouvelle génération d'entreprises qui sont des entreprises numériques. Cette transition, elle est à l'œuvre depuis plusieurs décennies, littéralement, mais elle est accélérée par la crise pour deux raisons.
pour plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est que les entreprises numériques sont portées par la transition, elles sont portées par le progrès technologique, elles sont riches en capitaux, en talents, leurs marques sont imposées sur des produits qui sont des applications notamment qui sont utilisées au quotidien par des milliards de personnes sur Terre. Et puis à l'inverse, les entreprises traditionnelles, elles sont un peu essoufflées, ça fait des décennies qu'elles serrent les boulons pour essayer de s'en sortir, de retrouver un peu d'oxygène, qu'elles optimisent leurs opérations, etc. Et donc quand la crise frappe, elles sont les plus fragiles et elles souffrent. Et ça explique l'accélération de la transition. Encore une fois, les entreprises numériques se substituent aux entreprises traditionnelles. Maintenant, une chose qu'on peut faire et qui est particulièrement intéressante, c'est regarder cette transition d'un peu plus près et réaliser que, en fait, c'est pas aussi simple que ce que je viens de dire. C'est pas aussi simple que on éclipse toutes les entreprises traditionnelles et on les remplace par des entreprises numériques. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de transition numérique. J'aime bien analyser ces transitions à l'échelle d'une filière, d'une chaîne de valeur, d'un secteur. J'ai parcouru à peu près toutes ces dernières années dans mon travail à The Family, à peu près toutes les filières, tous les secteurs pour essayer de comprendre les ressorts de cette transition et comment se repositionnent les différents acteurs. Et ce que montre ce parcours de l'ensemble des secteurs de notre économie, c'est qu'il y a en réalité une séquence qui est à peu près toujours la même et que la crise actuelle provoquée par la pandémie de coronavirus ne fait qu'accélérer. Et la séquence, en gros, il y a plusieurs choses à avoir en tête. D'abord, il y a des entreprises numériques, ou en général une entreprise numérique qui fait la course en tête, qui commence d'émerger au contact direct du client final, qui commence à capter une part croissante de la valeur et qui force la déformation et la restructuration de l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière à son avantage. Ensuite, comme la valeur se déplace des entreprises traditionnelles vers les entreprises numériques, le sous-secteur des entreprises traditionnelles est obligé de se reconstituer. Les acteurs se repositionnent et là il se passe deux choses. Le monde se divise littéralement en deux dans ce segment des entreprises traditionnelles. Il y a celles qui n'arrivent pas à encaisser le choc, qui sont terrassées littéralement par la transition numérique et qui soit disparaissent, soit sont rachetées à vil prix par une autre entreprise un peu plus grosse. Voilà. Et puis à l'inverse, il y a les entreprises traditionnelles qui courbent l'échine, qui encaissent le choc, qui passent plusieurs années dans une situation de difficulté où elles doivent licencier des collaborateurs, rogner leurs marges, réorganiser leurs opérations. Mais au final, elles arrivent à reprendre du poil de la bête et à organiser une sorte de compromis sur le partage de la valeur avec les nouveaux géants qui ont émergé dans le secteur et qui sont des entreprises numériques. Donc je vous donne un exemple pour faire très court, c'est celui de l'industrie musicale, sur lequel je connais bien, parce que je travaille dessus depuis plus d'une dizaine d'années en réalité. Et dans l'industrie musicale, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire dans un premier temps, on a vu émerger plein d'entreprises numériques comme Apple, YouTube qui appartient à Google et ensuite Spotify, et on s'est dit c'est fini, les maisons de disques traditionnelles vont être balayées par ces nouveaux acteurs. Il y a effectivement des maisons de disques qui ont disparu, qui ont été rachetées par d'autres. Il y a eu un mouvement de consolidation du marché, mais à la fin, les maisons de disques qui restaient, parce qu'elles étaient plus grosses, issues de la consolidation, elles ont réussi à reprendre l'initiative, à négocier avec les entreprises numériques et à reprendre leur place dans la chaîne de valeur, de sorte que maintenant, il existe toujours des maisons de disques, il y a des nouvelles entreprises qui sont des entreprises numériques, ces deux segments se partagent la valeur, mais dans une situation de relatif équilibre. Voilà. Et donc c'est ça la transition, c'est pas la substitution d'un groupe d'entreprises à une autre, c'est un choc qui redistribue les cartes dans la filière, qui force certaines entreprises à disparaître, d'autres à grossir pour survivre, et au final, les uns et les autres se repositionnent pour retrouver un équilibre. Et si vous parcourez tous les secteurs, vous verrez que cette transition, elle existe dans tous les secteurs, elle est plus ou moins avancée, mais une chose est sûre, c'est que la crise actuelle ne fait qu'accélérer les choses, et donc elle ne va faire que profiter à deux groupes d'entreprises, les entreprises numériques qui sont les nouveaux dominants dans chaque secteur, et puis les entreprises traditionnelles qui vont survivre à la crise et réussir à se repositionner de façon à survivre et à reprendre l'initiative dans un second temps. Voilà. Alors on pourrait se dire, tout ça nous prépare un monde qui est dominé par quelques grandes entreprises, pour la plupart américaines, mais évidemment il faut là aussi nuancer énormément les choses. Il faut nuancer notamment en observant une tendance qui, elle aussi, va être accélérée par la pandémie actuelle, qui est la fragmentation du monde.
Il fut un temps, il y a 5-6 ans, où on pensait tous que chaque secteur allait être dominé tôt ou tard par une grande entreprise numérique américaine qui allait conquérir les pays les uns après les autres. Et donc quand Uber, par exemple, était en pleine croissance, on s'est dit, bon, Uber va conquérir l'ensemble des pays du monde et devenir à la mobilité urbaine ce que Google est à la recherche en ligne. Mais puis, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Uber a été victime de la mise en place d'un certain nombre de barrières tangibles et réglementaires qui l'ont empêché de se développer aussi vite qu'elle voulait sur les différents marchés nationaux. Uber a été sorti de plusieurs grands marchés comme la Chine, comme l'Asie du Sud-Est, et au final, aujourd'hui, après s'être replié sur ses bases, c'est une entreprise qui est essentiellement américaine et européenne, et elle ne fait plus beaucoup d'activités ailleurs dans le monde. Et donc il y a ce mouvement de fragmentation, on sent bien qu'il est accéléré par la transition en cours, que tous les pays referment leurs frontières, que toutes les populations se replient un peu sur elles-mêmes, qu'on revient aux valeurs sûres et donc aux valeurs locales. Et donc des entreprises comme Amazon, Microsoft, Netflix qui donnent l'impression d'avoir le vent en poupe, en réalité dans un second temps elles vont souffrir de cette difficulté à opérer une activité à l'échelle globale et de la fragmentation du monde qui va les obliger à se concentrer de plus en plus sur leur marché domestique qui est les États-Unis, libérant ainsi plein de place pour d'autres entreprises susceptibles de se développer dans le cadre de la transition numérique en Europe, en Afrique, en Asie et ailleurs. Alors pour conclure, comment réfléchir à tout ça? Réfléchir, si vous voulez vous interroger sur comment vont se comporter les entreprises dans la période qui vient et comment en particulier, si c'est des entreprises cotées, leur cours de bourse va évoluer. Regardez d'une part à quel secteur elles appartiennent et où en est la transition numérique dans ce secteur et en quoi la crise actuelle contribue à accélérer cette transition. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il faut que interrogez-vous sur les entreprises qui préexistaient à la crise, qui vont réussir à survivre à la crise et qui sortiront plus fortes, renforcées, capables de se repositionner dans le contexte de la transition numérique. Alors on voit que ce sera très dur par exemple dans la grande distribution parce que les gens vont très vite s'habituer à faire leurs courses en ligne et à se faire livrer. Ce sera probablement plus facile dans d'autres secteurs, mais sur chaque secteur il faut vraiment se poser cette question. C'est quelles sont les entreprises qui vont survivre à la transition et comment vont-elles se repositionner? Et troisième question, évidemment, c'est la fragmentation. Est-ce que la fragmentation ne va pas libérer des marchés où les cartes vont être à nouveau redistribuées après la crise parce que les entreprises américaines auront été forcées de se concentrer sur leur marché à elles, libérant ainsi la place, en particulier en Europe, pour des entrepreneurs européens. Et donc c'est ça qui va se passer dans les mois qui viennent. En fait, les investisseurs vont observer ce qui se passe sur les marchés cotés, ils vont constater toutes ces tendances, ils vont en déduire des thèses d'investissement dans le monde du private equity, et les investisseurs qui investissent dans des entreprises plus petites, dans des entreprises de croissance, dans des entreprises innovantes, vont commencer à avancer leurs pions en fonction de cette analyse-là. Voilà. Donc que vous soyez dans le monde de l'investissement, dans le monde de l'entreprise, intéressé par tous ces sujets-là, dans une grande entreprise qui se pose des questions sur son repositionnement, dans une entreprise numérique qui croît à toute vitesse, posez-vous toutes ces questions pour savoir où va votre secteur en particulier, où va votre entreprise en particulier, qui sortira gagnant, qui sortira perdant. C'est une conversation que j'espère on va pouvoir prolonger dans le cadre de nouveaux départs. Donc vous pouvez faire plusieurs choses pour ça. D'abord, visitez le site web de Nouveau Départ et abonnez-vous pour accéder à nos contenus exclusifs réservés aux abonnés. Deuxième chose, vous pouvez liker cette vidéo sur YouTube, la partager, vous abonner à notre chaîne YouTube pour être mis au courant des prochains éditos qu'on mettra en ligne au rythme d'à peu près 2 fois par semaine. Troisième chose, postez un commentaire parce que vous voyez que c'est une crise et une transition qui touche notre économie dans toutes ses dimensions et on peut avoir des discussions sur chacune de ces dimensions. Donc s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, suggérez-le-nous dans les commentaires en dessous de cette vidéo YouTube et on pourra se retrouver pour échanger dessus, soit dans le cadre d'un édito, soit dans le cadre d'un contenu exclusif réservé à nos abonnés et dans d'autres contextes qui se préciseront à mesure que le temps passe. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt sur Nouveau Départ et Laetitia et moi on a hâte de vous retrouver. Au revoir.